Seul au chevet de ma belle-mère mourante, abandonnée de tous, je l'ai accompagnée jusqu'à son dernier souffle. L'infirmière m'a alors remis sa dernière lettre, qui contenait des noms, une clé et une instruction glaciale. Le bip régulier à côté du lit d'hôpital d'Éléonore Dubois s'était estompé depuis des heures, s'adoucissant en pauses de plus en plus longues jusqu'à finalement s'aplatir en une tonalité continue. 15h42. C'était l'heure officielle à laquelle l'hôpital Saint-Joseph avait enregistré son décès, mais pour moi, Marine Dubois, le moment était arrivé bien plus tôt. Quelque part dans la longue nuit que j'avais passée à tenir la main faiblissante d'Éléonore, à écouter ses respirations silencieuses devenir plus superficielles dans la pénombre de la chambre. J'étais seule. Il y avait des voix dans le couloir, des chariots qui roulaient, des familles en visite s'offrant mutuellement du réconfort. Mais rien de cette chaleur ne m'appartenait. Mon mari, Alexandre, ne s'était jamais montré. Sa sœur, Stéphanie, n'avait pas appelé. Personne de la famille Dubois n'avait pris la peine de prendre des nouvelles, pas même par courtoisie. La seule présence humaine à mes côtés était une infirmière dont le visage portait à la fois l'épuisement et une sorte de gentillesse douce qui ne pouvait être feinte. L'infirmière s'est approchée, ajustant une dernière fois la couverture autour d'Éléonore avant de se tourner vers moi avec un regard de sympathie sincère. Elle a glissé une petite enveloppe légèrement froissée dans ma main. Elle nous a demandé à plusieurs reprises de nous assurer que ceci vous soit remis, dit doucement l'infirmière, seulement après. Eh bien, après maintenant. Pendant un instant, je n'ai pas pu me résoudre à l'ouvrir. Je suis restée dans la chambre silencieuse, le bourdonnement des néons se mêlant à l'écho persistant du son plat. Finalement, j'ai déchiré l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait une vieille clé en argent, ternie sur les bords, et un bout de papier portant une adresse au fin fond d'une forêt de Bretagne. En dessous, écrite de la main soignée et distinctive d'Éléonore, il y avait une seule phrase. Ils ne m'ont jamais aimé. Laissez-les apprendre ce que signifie être oublié. Ces mots m'ont glacé plus que l'air stérile de la chambre n'aurait jamais pu le faire. J'ai refermé l'enveloppe et l'ai glissée dans la poche de mon manteau. Quand je suis sortie dans le couloir, l'hôpital semblait plus bruyant, plus lumineux, comme si le monde passait déjà à autre chose après la mort d'Éléonore. J'ai marché lentement vers la sortie, mes pas lourds, ma poitrine vide. Quelque chose avait changé, de façon permanente, irrévocable, et je l'ai senti s'installer en moi alors que je poussais les portes et sortais dans l'après-midi gris de Brest. Je n'ai pas démarré la voiture tout de suite. Je suis restée assise, immobile, au volant, les mains toujours posées sur le volant, fixant le pare-brise alors que la lumière de fin d'après-midi changeait sur le parking de l'hôpital. Je pouvais sentir l'enveloppe avec la clé dans la poche de mon manteau, lourde d'une manière qui n'avait rien à voir avec son poids réel. Pendant près d'une demi-heure, je suis restée là, silencieuse, abasourdie et insupportablement seule. Le choc s'est abattu sur moi comme un crachin breton humide, épais et immobile. Quand j'ai finalement quitté l'hôpital Saint-Joseph, le monde extérieur semblait assourdi, comme si chaque son avait été enveloppé dans du coton. Au moment où j'ai atteint mon quartier, mon téléphone s'est mis à vibrer dans le porte-gobelet. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Alexandre. Un instant, j'ai hésité, pensant laisser sonner, mais l'épuisement l'a emporté et j'ai répondu. Salut, a dit Alexandre, sa voix désinvolte, distraite, presque joyeuse. Tu es encore sorti ? Si tu t'arrêtes quelque part, tu peux prendre du lait et peut-être du pain ? Je n'ai pas eu le temps d'y aller plus tôt. J'ai fermé les yeux, ma prise se resserrant sur le téléphone. Alexandre, ai-je dit, ma voix plate, presque sans expression. Ta mère est décédée aujourd'hui à 15h42. Il y eut une pause, une longue pause, mais pas le genre de pause qui porte le deuil. Plutôt le son d'un homme changeant de sujet mentalement parce que la conversation avait dévié vers quelque chose d'inopportun. Oh, a-t-il finalement dit. Bon, j'avais des réunions. Tu sais comment c'est. On s'occupera des arrangements plus tard. Rentre quand tu pourras. Son mépris s'est glissé dans ma poitrine comme une lame que j'avais déjà sentie trop de fois. Ça ne m'a pas surprise. D'une certaine manière, ça faisait encore plus mal. J'ai mis fin à l'appel sans un mot de plus. Quand j'ai franchi la porte d'entrée plus tard dans la soirée, la maison semblait plus froide qu'avant,
inhospitalière, vide, comme si elle ne faisait que prétendre être un foyer. Alexandre n'était pas là. Une rediffusion de match murmurait depuis la télévision du salon, laissée allumée de la veille. Je suis resté éveillé longtemps après minuit, incapable de trouver le repos. Le silence qui pesait sur les murs était différent maintenant. Pas paisible, juste vide. J'ai réalisé que j'avais franchi un seuil que je ne pouvais plus repasser. Quelle qu'ait été ma vie avant ce jour, elle ne m'appartenait plus. L'aube touchait à peine le ciel quand j'ai quitté mon allée. La route forestière s'étirait devant moi comme un appel silencieux que je ne pouvais ignorer. L'adresse qu'Éléonore avait écrite sur ce petit bout de papier ne correspondait à aucun endroit que je connaissais. Elle m'a éloigné de Brest, passant par des forêts brumeuses et des routes sinueuses, plus profondément dans les étendues isolées du Finistère. Au fil des kilomètres, la route goudronnée s'est rétrécie jusqu'à céder la place à un chemin accidenté et envahi par la végétation. Des branches frôlaient les côtés de ma voiture, tapotant doucement contre les vitres comme si la forêt elle-même testait ma résolution. Les arbres s'épaississaient, drapés de mousse, leurs ombres tissant sur le sol de longs motifs changeants. J'ai continué à conduire, mon pouls lent mais régulier, guidé uniquement par les coordonnées qu'Éléonore avait insisté pour que je reçoive après sa mort. Finalement, le chemin s'est ouvert sur une petite clairière, et là, il y avait une cabane délavée, nichée sous de hauts sapins et des rosiers sauvages enchevêtrés. Le temps avait usé la peinture, laissant des traînées sourdes de gris et de vert, mais la structure tenait bon, presque obstinément, comme si elle avait attendu quelqu'un. Je suis sorti, l'air frais et humide, portant cette odeur familière de la Bretagne, de cèdre et de pluie. Mes bottes se sont enfoncées dans la terre meuble alors que je m'approchais de la porte d'entrée. Quand j'ai sorti la vieille clé de la poche de mon manteau, elle semblait étrangement chaude dans ma main. La serrure a tourné sans résistance. À l'intérieur, la cabane respirait le parfum de la lavande, de la poussière et du vieux bois. La lumière du soleil filtrait à travers des fenêtres embuées, projetant une douce brume sur des étagères garnies de livres usés. Rien ne semblait abandonné. Au lieu de cela, l'espace semblait préservé, comme un souvenir qu'Éléonore avait gardé à l'abri du reste du monde. J'ai traversé lentement la pièce principale, m'imprégnant de son intimité tranquille, une couverture pliée avec soin sur une chaise, une tasse en céramique à côté d'une pile de livres de poche, des herbes séchées suspendues près de la fenêtre. Chaque détail témoignait d'un soin délibéré. Sur la table de la cuisine se trouvait une autre enveloppe, impeccable malgré la poussière environnante. De l'écriture inimitable d'Éléonore, les mots, à remettre à mon avocate. J'ai fixé l'enveloppe, le souffle coupé entre l'incrédulité et la compréhension. Ce n'était pas un accident. Éléonore ne m'avait pas laissé des fragments aléatoires de son passé. Elle m'avait confié quelque chose de délibéré, quelque chose d'énorme, quelque chose que je commençais seulement à saisir. Je n'ai pas ouvert la seconde enveloppe tout de suite. Au lieu de cela, je l'ai emporté dehors sur le petit porche, ayant besoin d'air avant de faire face à un autre secret qu'Éléonore avait préparé. La forêt autour de la cabane était silencieuse, à l'exception du goutte-à-goutte de la pluie de la nuit glissant des branches. Quand j'ai finalement sorti mon téléphone et composé le numéro écrit sur l'enveloppe, je m'attendais à moitié à ce que personne ne réponde, mais la ligne a décroché presque immédiatement. Maître Alice Dupont à l'appareil. Sa voix était posée, stable, le genre de voix qui appartenait à quelqu'un habitué à traiter des choses complexes. Je me suis présenté, expliquant qui j'étais et qu'Éléonore Dubois était décédée la veille. Il y eut une pause, courte mais significative. Je suis très désolée d'apprendre cela, dit doucement Alice. Et oui, j'attendais votre appel. Cette phrase a provoqué un frisson le long de ma colonne vertébrale. Ce n'était pas de la surprise que j'entendais dans la voix d'Alice, mais de la préparation. Comme si Éléonore avait planifié ce moment avec une précision minutieuse. Alice a continué, il y a des instructions que nous devons suivre. Exactement. La lecture du testament ne peut avoir lieu que si toutes les personnes nommées par Éléonore sont présentes. Cela inclut votre mari, Alexandre Dubois, et sa sœur, Stéphanie Dubois. Ils doivent être présents. J'ai accepté, bien que mon esprit se soit crispé à cette pensée. Ce soir-là, quand Alexandre est finalement rentré à la maison et que Stéphanie est arrivée peu de temps après, j'ai essayé d'expliquer.
Je leur ai dit qu'Éléonore avait laissé des instructions, que l'avocate avait besoin d'eux tous dans la même pièce. Alexandre a ricané. Stéphanie a levé les yeux au ciel de manière théâtrale. Un testament, a raillé Stéphanie. Elle n'avait rien. Qu'y a-t-il à lire? De vieux pulls et des romans policiers, a ajouté Alexandre. Maman vivait de sa petite retraite et de ses plaintes. Ne monte pas ça en épingle, Marine. Ils ont ri ensemble, balayant d'un revers de main la vie d'Éléonore, sa mort, et tout le reste. Je n'ai rien dit. Je ne leur ai pas parlé de la cabane cachée au fond de la forêt bretonne. Je n'ai pas mentionné la clé qui avait tourné si doucement dans la serrure. Je n'ai pas révélé la seconde enveloppe, intacte sur la table de la cuisine là-haut, destinée uniquement à maître Alice Dupont. Je les ai simplement observés, réalisant tranquillement qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Et pour la première fois, je n'en avais pas peur. Le bureau de maître Alice Dupont se trouvait au 4e étage d'un vieil immeuble en briques du centre-ville de Brest, surplombant l'étendue grise de l'avenue Jean Jaurès. La salle de conférence où tout le monde s'est réuni ce matin-là semblait trop lumineuse pour l'occasion. La lumière du soleil filtrait à travers de hautes fenêtres, se reflétant sur le bois poli et les dossiers soigneusement empilés. J'ai pris une place discrète au bout de la table, les mains jointes sur mes genoux. Alexandre et Stéphanie sont arrivés ensemble, se chamaillant à propos du stationnement avant de s'affaler sur leurs chaises avec des soupirs impatients. Deux femmes âgées, des amies de longue date d'Éléonore, étaient assises à proximité, serrant leur sac à main avec une sorte de révérence nerveuse. Je me souvenais avoir vu leur visage sur quelques photos encadrées qu'Éléonore gardait près de son lit. Quand Alice est entrée, la pièce est tombée dans un silence respectueux. Elle a salué tout le monde d'un signe de tête ferme avant de placer un épais dossier devant elle. « Merci à tous d'être venus », a-t-elle dit. « Nous sommes ici pour lire le testament d'Éléonore Dubois. » Elle a été très claire sur la manière dont elle souhaitait que ce processus soit géré. Stéphanie s'est penchée en arrière, les bras croisés. « Allons-y, finissons. » Alice n'a pas réagi. Elle a ouvert le dossier et a commencé à lire. « À mon fils, Alexandre Dubois. » Un léger sourire s'est dessiné sur le visage d'Alexandre. « Je lègue le pardon et rien d'autre. » Le sourire s'est effondré. Un rire stupéfait lui a échappé, moitié incrédulité, moitié orgueil blessé. Alice a continué sans pause. « À ma fille, Stéphanie Dubois, je lègue l'alliance qu'elle a un jour admirée et tenté de prendre. Puisse-t-elle lui rappeler que les promesses comptent encore. » La mâchoire de Stéphanie s'est crispée, son visage perdant toute couleur. « À mes chers amis, Marguerite Lefebvre et Diane Fournier, je lègue des dons financiers en reconnaissance de leurs années de loyauté et de gentillesse. » Les deux femmes ont échangé des regards larmoyants, chuchotant de silencieux remerciements. Puis Alice a levé les yeux vers moi. « Et à Marine Dubois, je lègue tout le reste, la propriété de la cabane, toutes les économies restantes, les effets personnels et les bénéfices de l'assurance vie. » La pièce a semblé aspirer une grande bouffée d'air. Alexandre s'est levé d'un bond. « C'est une blague » a-t-il lancé. Elle était confuse. Quelqu'un l'a manipulée. Stéphanie s'est jointe à lui, sa voix aiguë et tremblante. « On va porter ça en justice. » Elle a dû être contrainte. Alice est restée calme. Elle a sorti une autre enveloppe du dossier. « Éléonore avait anticipé votre réaction. Elle a subi une évaluation psychiatrique complète une semaine avant de signer ce testament. » Alice a fait glisser le rapport certifié sur la table. Il confirme qu'elle était pleinement compétente. La colère d'Alexandre a vacillé, mais il s'y est accroché. Et, a ajouté Alice en produisant une petite clé USB, elle a enregistré une vidéo expliquant ses décisions. Si nécessaire, elle sera présentée au tribunal. Le silence est tombé, épais, lourd, indéniable. Alexandre s'est lentement rassis. Stéphanie a détourné le regard, clignant des yeux avec force, son assurance s'évaporant. À cet instant, l'illusion de leur droit s'est complètement brisée, et moi, Marine, silencieuse, stable, j'ai senti le poids de la confiance d'Éléonore s'installer fermement entre mes mains. Dès qu'Alice a refermé le dossier, le silence mal à l'aise de la pièce s'est fracturé.
Alexandre a repoussé sa chaise si violemment qu'elle a grincé contre le sol, marmonnant des jurons. Stéphanie a suivi, ses talons frappant des notes sèches et colériques alors qu'elle se dirigeait vers le couloir. La porte a claqué derrière eux, laissant le bureau dans un calme abrupt. Seuls moi et les deux amies âgées restions assises, notre choc s'installant encore. Marguerite et Diane ont murmuré de douces condoléances avant de s'excuser, leur visage plein de sympathie pour quelqu'un qui n'avait jamais vraiment été traité comme un membre de la famille. Lorsque la porte s'est refermée derrière elle, Alice s'est tournée vers moi avec une expression adoucie. « Il y a une dernière chose, a-t-elle dit. » De son tiroir de bureau, elle a sorti une petite enveloppe usée, manuscrite, adressée uniquement à moi. Le papier semblait plus vieux que les autres, comme si Éléonore l'avait scellé bien avant d'entrer à l'hôpital. Alice me l'a tendu à deux mains, presque cérémonieusement. Elle a demandé que je vous donne ceci après la lecture du testament, a expliqué Alice. Elle a été très précise. J'ai hésité, puis j'ai ouvert l'enveloppe. Une seule ligne, écrite de la main inimitable d'Éléonore, me fixait. Ne pardonne à personne. Laisse-les venir en rampant. Quand ils le feront, souris et détourne-toi. Les mots semblaient plus lourds que la clé que j'avais trouvée dans la cabane, plus lourds même que l'héritage qui avait transformé Alexandre et Stéphanie en ennemis. Ce message n'était pas une instruction légale. C'était un héritage émotionnel, brut, sans filtre et douloureux dans son honnêteté. Alice m'a observé attentivement. Éléonore ne vous a pas choisi parce que vous étiez le choix le plus facile, a-t-elle dit doucement. Elle vous a choisi parce que vous étiez la seule à être restée à ses côtés sans rien demander en retour. Tout ceci était son dernier acte de force, et elle voulait que vous le portiez. J'ai plié la lettre avec des doigts tremblants et l'ai glissée dans mon manteau. Quand je suis sortie dans l'air frais de Brest, le poids de tout cela s'est abattu sur moi. Je n'avais pas demandé cette responsabilité, mais maintenant, elle m'appartenait, à moi seule. La cabane semblait différente quand j'y suis retournée. Plus mystérieuse, mais tranquillement expectante, comme si elle savait qu'une affaire inachevée m'attendait à l'intérieur. J'ai fermé la porte derrière moi et laissé le silence s'installer avant de monter l'escalier étroit menant au grenier. Les planches craquaient sous mon poids, envoyant de petits échos à travers les chevrons. La poussière flottait dans de doux faisceaux de lumière alors que je poussais la porte du grenier. L'espace était encombré mais organisé, rempli de vieilles malles, de caisses en bois et d'étagères garnies de boîtes soigneusement étiquetées. Il était clair que quelqu'un avait passé des années à préserver chaque détail d'une vie sur laquelle personne d'autre n'avait pris la peine de s'interroger. J'ai ouvert la première boîte. À l'intérieur se trouvaient des liasses de lettres attachées avec un ruban délavé, postées à des décennies d'intervalle, certaines impeccables, d'autres jaunies par le temps. Une autre boîte contenait des journaux intimes, des dizaines, leurs dos usés par l'usage. J'en ai descendu une brassée et les ai posés sur la vieille table de la cuisine. Le premier journal que j'ai ouvert commençait avec l'écriture élégante d'Éléonore, stable au début, puis devenant progressivement plus fragile au fil des ans. Page après page, se dévoilait une vie marquée non par des tragédies dramatiques, mais par l'érosion lente du fait d'être ignorée. Elle écrivait sur les années après le décès de son mari, sur la façon dont les fêtes de fin d'année se confondaient les unes avec les autres, sur la façon dont elle mettait la table par habitude même quand elle savait que personne ne viendrait. Elle écrivait avoir appelé Alexandre à Noël et être tombée sur sa messagerie vocale pour la 6e année consécutive. Elle écrivait sur Stéphanie qui ne venait la voir que lorsqu'elle avait besoin d'argent, repartant rapidement après, feignant de ne pas remarquer la solitude qui s'accrochait au mur. Il y avait des entrées qui me glaçaient. Des lignes courtes et douloureuses écrites tard dans la nuit. J'ai entendu des familles rire dehors aujourd'hui. J'avais ça, autrefois. J'ai lavé les belles assiettes même si personne ne vient. Et puis, inévitablement, peut-être que les enfants ne sont pas cruels. Peut-être que je suis simplement inutile. J'ai senti ma gorge se serrer. Au fond d'une caisse, j'ai trouvé une petite enveloppe marquée d'une écriture différente, plus ferme, distinctement masculine. À l'intérieur se trouvait une lettre du défunt mari d'Éléonore, écrite des années plus tôt. Si tu lis ceci, cela signifie que je suis partie. Éléonore, ne récompense pas ceux qui t'ont abandonné. Laisse ton cœur à ceux qui le méritent vraiment, même si ce ne sont pas nos enfants.
Je suis restée assise, immobile, pendant un long moment, la lettre posée sur mes genoux. Le poids des choix d'Éléonore, des choix qui semblaient autrefois durs, prenait maintenant un sens dévastateur. Le testament, les instructions, le secret, rien de tout cela n'était né de l'amertume. C'était né d'une vie de souffrance silencieuse, et j'ai enfin compris. Éléonore n'avait pas cherché la vengeance. Elle avait cherché la justice pour un cœur qui avait été oublié bien trop de fois. Quelques jours après avoir fini de trier une autre pile de journaux d'Éléonore, une enveloppe à l'aspect officiel a glissé par la fente de la boîte aux lettres de ma maison à Brest. Le sceau officiel sur le devant m'a noué l'estomac avant même que je l'ouvre. À l'intérieur se trouvaient des papiers du tribunal. Alexandre et Stéphanie contestaient formellement le testament, affirmant qu'Éléonore avait été manipulée, contrainte et mentalement inapte lorsqu'elle avait signé ses dernières volontés. Je me suis assise à la table de la cuisine, l'accusation se brouillant dans ma vision pendant un long moment. Je m'attendais à de la colère, du ressentiment, peut-être même plus de menaces, mais voir leurs affirmations imprimées légalement a ravivé une douleur plus profonde. Ils ne rejetaient pas seulement les décisions d'Éléonore. Ils l'effaçaient complètement. J'ai appelé Alice immédiatement. J'ai reçu quelque chose, ai-je dit doucement. Je m'en doutais, a répondu Alice, calme comme toujours. Éléonore l'avait anticipé. Elle s'y est préparée bien plus minutieusement que vous ne pourriez l'imaginer. Cette assurance m'a calmée, mais n'a pas effacé l'effroi qui s'enroulait dans ma poitrine. Un jour plus tard, j'ai retrouvé Alice dans son bureau du centre-ville. Un dossier soigneusement agencé était ouvert sur le bureau de l'avocate, rempli de documents qu'Éléonore avait insisté pour qu'ils soient prêts. Elle a laissé des enregistrements, a dit Alice en tapotant la pile de clés USB étiquetées. Chaque visite, chaque conversation, chaque moment où elle s'est sentie rejetée ou ignorée. Tout est daté, tout est vérifié. J'ai cligné des yeux. Des enregistrements? Oui, légalement encadrés, avec son consentement établi à chaque entrée. Les lois sur le consentement des deux parties peuvent être complexes, mais Éléonore a suivi la procédure. Alice a esquissé un petit sourire entendu. Elle voulait que la vérité soit préservée. Le jour de l'audience, le tribunal du Finistère semblait plus froid que prévu. Alexandre était assis à côté de son avocat, la mâchoire serrée, les yeux fixés n'importe où sauf sur moi. Stéphanie était assise une rangée derrière, les bras croisés, son amertume irradiant comme de la chaleur. L'avocat d'Alexandre a commencé par des déclarations grandiloquentes sur une capacité diminuée, une vulnérabilité émotionnelle et la prétendue influence que j'aurais eue sur Éléonore. Il a dépeint les derniers mois d'Éléonore comme un brouillard de confusion et de faiblesse. Puis Alice s'est levée. Elle a présenté l'évaluation psychiatrique datée d'une semaine avant la signature du testament. Claire, directe, sans équivoque. Éléonore avait été pleinement compétente, pleinement consciente et pleinement intentionnelle. Ensuite sont venus les enregistrements audio. Le juge a écouté des enregistrements de la voix d'Éléonore, douce mais ferme, décrivant les rares visites de Stéphanie, les longs silences d'Alexandre, les vacances passées seules et sa certitude croissante que ses enfants ne se souciaient que de ce qu'elle pouvait leur offrir financièrement. Enfin, Alice a soumis l'explication enregistrée d'Éléonore, filmée sur son téléphone, un simple message expliquant pourquoi elle m'avait choisi et pourquoi ses enfants ne recevraient rien de plus que ce qu'elle estimait qu'ils avaient mérité. À la fin, l'expression du juge s'était durcie. La décision a été rapide et sans hésitation. La contestation était rejetée. Le testament restait tel qu'Éléonore l'avait voulu, et Alexandre et Stéphanie étaient condamnés à payer l'intégralité des frais de justice. Pour la première fois depuis la mort d'Éléonore, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas du soulagement, pas du triomphe, mais une reconnaissance silencieuse que la vérité avait enfin parlé d'elle-même. La nouvelle du rejet de la contestation du testament a rapidement circulé à Brest. En une semaine, un article court mais incisif est paru dans le Télégramme de Brest, résumant l'affaire en quelques paragraphes secs. Il mentionnait la tentative du frère et de la sœur d'annuler le testament de leur mère, le rejet rapide du tribunal et la décision du juge de leur faire payer tous les frais de justice. Le ton était sobre, mais quiconque lisait entre les lignes pouvait sentir l'humiliation. L'article a fait des vagues dans les cercles sociaux dont dépendaient Alexandre et Stéphanie.
Les voisins qui discutaient autrefois facilement avec Stéphanie ont commencé à l'éviter, soudainement trop occupés ou trop distants pour engager la conversation. Sur son lieu de travail, ses collègues ont subtilement changé d'attitude. Les conversations s'arrêtaient lorsqu'elle entrait dans la salle de pause. Les invitations ont cessé d'arriver dans sa boîte de réception. Personne ne disait rien ouvertement, mais le changement était indubitable. Les gens préféraient ne pas être associés à quelqu'un qui avait tenté de dépouiller sa propre mère de ses dernières volontés pour un gain personnel. Alexandre a subi des conséquences plus dures. Son entreprise de construction, déjà chancelante, a commencé à s'effondrer rapidement. Plusieurs banques ont retiré leurs offres de prêt une fois qu'elles ont réalisé qu'Éléonore n'était plus en vie pour se porter garante. Des clients ont rompu des contrats, peu disposés à parier sur une entreprise perdant son ancre financière. En un mois, son bureau a réduit ses effectifs. Un mois plus tard, 2 employés ont démissionné. La colère d'Alexandre est devenue bruyante et diffuse, mais rien de ce qu'il a fait n'a pu arrêter l'effondrement. Pendant tout ce temps, j'ai discrètement quitté notre maison commune. Je n'ai emporté que l'essentiel et je suis retourné à la cabane dans la forêt, la cabane d'Éléonore, laissant la nature sauvage et tranquille devenir mon refuge temporaire. L'air y semblait plus pur, comme s'il ne portait aucune de l'amertume et de la tension que j'avais laissée derrière moi. Je me suis installé dans la cabane avec un sentiment d'ancrage que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le craquement des vieux planchers, l'odeur de cèdre et de lavande, le doux murmure du vent dans les arbres, tout cela formait un sanctuaire autour de moi. Le soir, je relisais la note qu'Éléonore avait écrite, « Ne pardonne à personne. Laisse-les venir en rampant. Quand ils le feront, souris et détourne-toi. » Seulement maintenant, quelque chose en moi avait changé. Les mots ne me semblaient plus durs. Ils semblaient vrais. Il n'y avait plus de culpabilité en moi, seulement de la clarté, et la force tranquille qu'Éléonore m'avait confiée. La vie dans la forêt s'est installée lentement autour de moi, comme une mousse douce recouvrant une vieille pierre. Chaque matin, je parcourais les pièces de la cabane, sentant la chaleur tranquille qu'Éléonore avait laissée derrière elle. Mais au fil des jours, j'ai commencé à sentir quelque chose de plus, une intention inachevée tissée dans tout ce qu'Éléonore avait préservé. Les journaux, les étagères bien rangées, la façon dont la cabane semblait préparée plutôt qu'abandonnée. Éléonore avait voulu que cet endroit retrouve la vie. Un après-midi, j'étais assise sur le porche, regardant la lumière du soleil filtrer à travers les arbres, quand la prise de conscience est venue avec une douce certitude. Éléonore avait bâti cet endroit pour plus que la solitude. Elle l'avait bâti pour le renouveau. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Alice. Je veux transformer la cabane en quelque chose de significatif, ai-je dit. Un lieu pour les gens comme Éléonore, les gens qui se sentent oubliés. Alice n'a pas semblé surprise. Éléonore parlait souvent de vouloir que sa maison aide les autres. Si vous êtes prête, je peux vous guider dans le processus de création d'une association à but non lucratif. Au cours des semaines suivantes, j'ai rencontré Alice plusieurs fois à Brest. Nous avons rempli les formalités administratives, navigué dans les méandres de la création d'une association loi 1901, et coordonné les inspections pour s'assurer que la cabane répondait aux normes de sécurité. J'ai frotté les sols, réparé les cadres de fenêtres, remplacé les luminaires vieillissants et repeint l'extérieur. Petit à petit, la cabane s'est transformée non pas en quelque chose de nouveau, mais en ce qu'elle avait toujours été destinée à être. Quand tout a été enfin en place, je me suis tenue sur le seuil, sous un panneau en bois fraîchement gravé, « La Maison de l'Espoir ». La nouvelle s'est répandue rapidement dans les villes voisines. Le jour de l'inauguration, des voitures bordaient la route étroite menant à la propriété. Des dizaines de personnes du coin sont entrées. Des veuves qui recevaient rarement de visites. Des hommes plus âgés qui vivaient seuls depuis que leurs enfants avaient déménagé. Des voisins qui étaient devenus invisibles dans leur propre maison. Ils ont rempli la cabane de conversations douces, de mains chaleureuses et de rires prudents. J'ai accueilli chaque personne, offrant du thé, des étreintes ou des moments de calme près de la cheminée. Je sentais la présence d'Éléonore partout, dans la lumière du soleil sur les murs, dans l'odeur de lavande, dans la manière tendre dont des étrangers se confiaient, comme s'ils sentaient qu'ils étaient enfin vus. Marguerite, l'une des vieilles amies d'Éléonore, s'est approchée de moi,
les yeux humides. Vous savez, a-t-elle dit en prenant mes mains, vous êtes comme une continuation d'Éléonore. Le mot m'a profondément touché, s'épanouissant en quelque chose de stable à l'intérieur de ma poitrine. J'ai regardé autour de la pièce animée, le cercle de tricot se formant près de la fenêtre, un homme jouant de douces mélodies sur une vieille guitare, deux sœurs veuves triant des livres donnés. Éléonore avait rêvé de cela, et j'ai réalisé avec une douce et profonde certitude que j'étais devenue exactement ce qu'Éléonore espérait que je serais, une gardienne des oubliés, la gardienne d'un sanctuaire, une extension vivante de la femme qui lui avait fait le plus confiance. Le premier vrai coup de froid de la saison s'est abattu sur la forêt le matin où Alexandre est arrivé. Le givre s'accrochait aux rosiers sauvages qui bordaient le chemin, et l'air portait la morsure aiguë de l'hiver approchant. J'étais en train d'empiler du bois de chauffage à l'extérieur de la cabane quand j'ai entendu le crissement des pneus sur le gravier. Je me suis redressée lentement, m'essuyant les mains sur mon manteau alors qu'Alexandre sortait de sa voiture. Il ne ressemblait en rien à l'homme qui avait autrefois balayé la mort de sa mère d'un haussement d'épaule. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux en désordre, ses yeux agités et cernés par des nuits sans sommeil. Il s'est approché du portail de la cabane avec un mélange d'urgence et de défaite. « Marine » a-t-il appelé, la voix brisée. « Il faut qu'on parle. » J'ai marché vers le portail, mais je ne l'ai pas ouvert. Je suis restée à l'intérieur, les mains posées calmement sur le loquet en bois, la frontière entre nous aussi ferme que l'air froid qui séparait nos souffles. « Qu'y a-t-il, Alexandre » ai-je demandé. Il a jeté un regard autour de lui, frissonnant. J'ai besoin d'aide. 5 000 €. Juste le temps que les choses se tassent. Sa voix a vacillé, oscillant entre la colère et le désespoir. Tu les as. Elle t'a tout laissé. J'ai gardé une expression stable. Je ne peux pas t'aider. La mâchoire d'Alexandre s'est crispée. C'est tout? Tu me fermes la porte parce qu'elle t'a préféré? Parce que tu as eu la maison, l'argent, tout. Sa voix s'est élevée, cassante et fragmentée. Tu es devenue froide, Marine. Méconnaissable. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié de lui, mais la pitié n'était pas ce que je ressentais. Plus maintenant. Je me suis approchée, refusant toujours d'ouvrir le portail. Ta mère t'aimait, ai-je dit doucement. Plus que tu ne l'as jamais réalisé. Mais tu ne l'as pas aimée en retour. Pas quand ça comptait. J'ai fait une pause, laissant la vérité s'installer. Et tu n'as pas le droit de réécrire ça maintenant. Alexandre a secoué la tête, la colère revenant. Mais elle était vide, sans direction. Tu te crois meilleur que moi, maintenant? Non, ai-je répondu, ma voix aussi égale et stable que le givre sous nos pieds. J'ai simplement cessé d'être pratique. Alexandre m'a regardé, son souffle formant un nuage dans le froid, l'incrédulité mêlée à quelque chose de plus sombre, la reconnaissance. Une vérité qu'il ne pouvait plus éviter, peu importe avec quelle force il la niait. J'ai reculé du portail, signalant la fin de la conversation. Tu devrais partir, Alexandre. Il n'y a rien pour toi ici. Pendant un long moment, il n'a pas bougé. Il est simplement resté là, entouré par la forêt silencieuse, paraissant plus petit que je ne l'avais jamais vu. Puis il s'est retourné, est retourné à sa voiture et est parti, me laissant debout dans le froid mordant du matin, inébranlable, résolu, et enfin complètement libre. 1 an plus tard, la forêt semblait différente. Pas plus silencieuse, pas plus bruyante, mais plus pleine. La maison de l'espoir était devenue un battement de cœur modeste mais constant dans la communauté. Chaque semaine, des personnes qui avaient autrefois vécu dans l'isolement trouvaient leur chemin vers la lueur chaude des fenêtres de la cabane. Le mardi, j'organisais des dîners hebdomadaires. De longues tables remplissaient la pièce principale, dressées avec les assiettes dépareillées qu'Éléonore avait soigneusement collectionnées au fil des décennies. Des veuves des villes voisines apportaient des tartes faites maison. Des anciens combattants partageaient des histoires qu'ils n'avaient pas racontées à voix haute depuis des années, et des voisins qui s'étaient autrefois tenus à l'écart s'attardaient longtemps après que la vaisselle ait été faite. Les rires s'élevaient doucement vers les poutres en bois, adoucissant les angles vifs que l'hiver apportait souvent. Les vendredis étaient devenus des soirées-jeux.
Les cartes glissaient sur la table, les dames cliquetaient avec une stratégie silencieuse, et de vieilles rivalités se formaient de la manière la plus inoffensive et joyeuse qui soit. Je passais d'un groupe à l'autre, offrant du thé et des couvertures chaudes à ceux qui avaient les mains raides, ma présence ancrée et stable. Et puis il y avait les dimanches silencieux, des heures consacrées à la réflexion, à la lecture, au tricot, à l'écriture, ou simplement à s'asseoir près de la fenêtre pendant que la pluie tapotait contre les vitres. Pour beaucoup, c'était devenu le rituel le plus précieux. Pour moi, c'était un rappel que le calme ne signifiait pas forcément la solitude. Au fil des mois, j'ai senti quelque chose de nouveau prendre racine en moi, un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais vraiment connu. Non pas parce que je dirigeais l'endroit, mais parce que j'en faisais partie. Les gens me recherchaient, non pas pour prendre quelque chose de moi, mais pour partager quelque chose de réel, d'humain, de guérisseur. À l'approche du premier anniversaire de la mort d'Éléonore, j'ai organisé une petite commémoration. Ce soir-là, des dizaines de personnes se sont rassemblées à l'extérieur de la cabane. L'hiver sombre de Bretagne était proche, mais la lumière des bougies qu'il tenait le repoussait. Les flammes vacillaient dans des mains en coupe alors que Marguerite, Diane et plusieurs autres partageaient des souvenirs d'Éléonore. Certains tendres, d'autres humoristiques, tous profondément ressentis. Je me suis avancée en dernier. Je n'ai pas parlé longtemps. Je n'en avais pas besoin. Tout ce que j'aurais pu dire vivait déjà dans les murs de la cabane, sur les visages illuminés par la lueur des bougies, dans l'unité tranquille d'une communauté dont Éléonore avait, sans le savoir, posé les fondations. Plus tard dans la nuit, je suis rentrée et je me suis assise à mon petit bureau. Mon manuscrit, la lettre qui m'a donné la force, était terminé. Un livre façonné à partir des journaux d'Éléonore, de ses lettres, de son chagrin et de sa résilience silencieuse. Une histoire qui nous appartenait à toutes les deux. Avant d'aller me coucher, je suis sortie vers le vieux chêne derrière la cabane, ses branches courbées au-dessus de ma tête comme une étreinte protectrice. J'ai touché son écorce rugueuse, la forêt chuchotant autour de moi. Tu n'as pas été oublié, ai-je murmuré dans l'air froid de la nuit. Et maintenant, moi non plus. Le vent a emporté mes mots vers le haut, les déposant doucement dans la canopée des arbres, là où ils appartenaient.